Donc allons-y. Alors aujourd'hui, on va parler Google Analytics principalement et mesures d'audience plus généralement. Je vais commencer par faire une rapide introduction pour vous expliquer un peu qui est Cybercité et qui je suis pour le coup. Donc je m'appelle Alban Renard, je suis responsable du pôle SEO chez Cybercité. SEO pour référencement naturel, je ne sais pas exactement qui à quel niveau, donc excusez-moi si je vulgarise un petit peu. Donc je suis consultant SEO et Web Analytics depuis une dizaine d'années, et notamment 8 ans chez Cybercité. Donc Cybercité, nos métiers, principalement l'acquisition d'audience, donc tous les métiers qui concernent l'acquisition de trafic. On est aujourd'hui la première agence indépendante dans l'acquisition de trafic en France. Nos métiers principaux sont bien entendu le SEO. On a également beaucoup de travail sur la partie advertising, SIA. On travaille également sur les médias digitaux et l'achat média, donc en display, on fait du social media, on fait des comparateurs de prix. Et on a également toute une brique qui va nous intéresser aujourd'hui sur la partie analytics, mesure d'audience et également optimisation du taux de conversion avec notamment une solution propriétaire qui s'appelle Catch-up et qui permet de faire de l'email retargeting. Je ne parle pas du contenu, pour moi ça va avec le SEO et le SIA. Nos clients sont principalement dans l'e-tourisme, l'e-commerce, le B2B, les marques qui enseignent. On a une clientèle qui va de la petite PME au grand groupe. On travaille aujourd'hui pour Air France sur la partie SEO depuis 4 ans. On gère également toute la partie acquisition de trafic pour Orpi en SEO, SIA, social media et mesure d'audience également. Voilà, donc je vous laisse découvrir les références. On ne va pas étaler sur ce sujet-là. C'était pour faire quelques petites présentations rapides. Donc voilà, on a fait un auto-tour de table. Je ne vais pas vous demander de vous présenter. C'est dommage, j'aurais bien aimé, mais on n'a pas le temps. Quelques livres blancs de notre littérature. On publie régulièrement des documents. Vous pourrez en trouver juste devant moi, ici, sur notamment comment rater sa refonte, en SEO principalement, et également sur la partie AdWords, sur la partie Google Shopping et sur le netlinking. Voilà, donc c'est des documents qui ont vocation à se développer. On en fait plusieurs par an et on va en sortir un très prochainement sur Google Analytics. Le contenu de cette conférence est la trame du futur livre blanc, donc vous aurez l'occasion de le découvrir un petit peu en avant-première. Waouh, vous avez trop de la chance aujourd'hui. Donc, tout d'abord, en introduction, on va faire un petit panorama du Web Analytics. Évidemment, aujourd'hui, je vais parler beaucoup de Google Analytics parce que c'est la solution de mesure d'audience dominante aujourd'hui sur le marché. Néanmoins, j'oublie pas les autres. J'ai récupéré quelques informations qui peuvent vous intéresser d'un point de vue benchmark et taux de pénétration sur le marché français. Aujourd'hui, sur le top 200 des sites français, on a 80% des sites internet qui ont une ou plusieurs solutions liées à Google. Donc, que ce soit Google Analytics traditionnel, que ce soit Universal, que ce soit Google Tag Manager. Voilà, c'est la majeure partie, c'est presque aussi dominant que les parts de marché en search. Après, vous avez également AT Internet, anciennement Xity, il change un petit peu de nom régulièrement, qui est deuxième de manière significative. Les autres solutions, même si elles restent très importantes et qu'elles sont notamment utilisées par beaucoup de grands groupes, restent minoritaires par rapport à Analytics. On a 35% également des sites du top 200 qui ont recours à une solution de tag management comme Google Tag Manager. Donc, je vous ai fait un petit récapitulatif des différentes solutions qu'on peut voir. Donc effectivement, que ce soit sur la partie Web Analytics avec AT Internet, Médiamétrie, Web Trends, que certains connaissent peut-être, Adobe Analytics, et également sur les solutions de tag management. On connaît tous Google Tag Manager, peut-être certains ne connaissent pas Tag Commander ou Tilium. Il y en a un certain nombre d'autres, je ne vais pas tout détailler aujourd'hui, mais c'est un petit peu la mode aujourd'hui, et je reviendrai un petit peu sur ce sujet tout à l'heure, sur le côté simplicité ou pas. On va également parler rapidement de Data Management Platform, qui pour le coup est le gros sujet à la mode. Donc, désolé pour ceux que ça intéressait, mais on ne va pas trop en parler aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le sujet. Mais c'est un moyen aujourd'hui d'agréger de la donnée et de la traiter, et notamment dans des logiques publicitaires. Donc Google Analytics aujourd'hui, chez nous on a 25 experts certifiés, donc avec le GAIC. Je fais un petit aparté sur la partie premium, que la plupart d'entre vous, je pense, n'utilisent pas. C'est une version payante de Google Analytics. Le gros avantage d'Analytics, c'est qu'il est gratuit. On a avec les défauts et les inconvénients du gratuit. Mais vous avez quand même la possibilité d'avoir une version payante à 150 000 $, 110 000 € à peu près. Donc c'est plutôt pas cher.
Et ça fait sauter quelques limites. Ça fait notamment sauter quelques limites que vous avez par rapport à la concurrence, notamment sur la partie consulting, parce qu'aujourd'hui, sur la partie gratuite de Google Analytics, le consulting est au niveau 0. Il n'y a personne chez Google qui peut vous renseigner globalement, à moins que vous soyez vraiment un grand compte et qu'il déplace certaines personnes, mais la plupart du temps, il déplace des personnes principalement pour vous parler d'AdWords. Dans certains cas de Google My Business, Google Analytics, généralement, ce n'est pas vraiment dans leurs compétences, même chez des interlocuteurs avec qui nous, on a l'occasion de parler, ce n'est pas leur cheval de bataille, Analytics. Petit désamorçage tout de suite, je vous précise que la version payante de Google Analytics ne vous donnera pas vos mots-clés en SEO, désolé, je sais que c'est quelque chose qui circule de temps en temps, mais il n'y a aucun moyen d'avoir les mots-clés not provided. J'aimerais bien les avoir ici aussi, je ne serais pas capable de payer ce prix-là, mais en tout cas, sachez que c'est un mythe. Je ne m'appesantis pas sur les limitations en termes de nombre de hits possibles sur la version payante par rapport à la version gratuite. Retenez juste que sur la partie gratuite, il y a beaucoup de limitations, que ce soit en termes de nombre de comptes, de nombre d'objectifs à paramétrer, de nombre de lignes disponibles dans la data stockée en base de données, et également dans la vitesse de reporting. On va dire que dans la plupart des cas, votre reporting, vous pouvez vous permettre d'attendre 24 heures, et en plaçant des alertes, de toute manière, vous avez la plupart des infos assez rapidement. Donc ce n'est pas vraiment un frein. Après, effectivement, quand vous avez un site énorme et que vous avez envie de mettre en place un plan de marquage très avancé, vous pouvez rapidement être confronté à certaines limites que de toute manière, vous aurez également sur la plupart des autres solutions qui, elles, sont payantes généralement pour la version de base, pour lesquelles vous avez un consultant généralement qui va vous aider, mais les prix à l'année peuvent revenir assez cher également. Donc le sujet de la conférence, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais vous exposer un petit peu un retour d'expérience de la part de nos clients. Merci nos clients de vous être plantés régulièrement et d'avoir fait des erreurs qui nous permettent d'en profiter et d'expliquer derrière ce qu'il ne faut pas faire sur Analytics. Donc, je vais vous présenter 10 erreurs qui sont très fréquentes et qui vont impacter la qualité de votre mesure d'audience sur Analytics. Alors, il y a certaines erreurs qui vont vous paraître bêtes et il y en a d'autres qui vont vous paraître compliquées, mais tout arrive. Tout arrive et pour tout le monde. Personne ne peut être épargné. Ce n'est pas parce qu'on est un grand compte qu'on n'est pas capable de perdre un mois de stats. Ce n'est pas parce qu'on est un petit qu'on n'est pas capable de mettre en place un marquage avancé sur Analytics et de suivre des KPI complexes. Donc la première erreur qu'on retrouve souvent, c'est le fait de ne pas être propriétaire du compte Google. Je ne parle pas du compte Analytics que vous allez créer tout seul, tranquillement, à partir de votre adresse Gmail. Je parle bien de votre compte Google, qui est tout au sommet de la pyramide. C'est-à-dire que dans l'arborescence de Google, vous avez le compte Google, qui va servir à plein de choses, comme on va le voir. Sous ce compte Google, vous avez le compte Analytics et les différents comptes que vous allez ouvrir pour les différents services de Google. Puis vous avez la notion que vous voyez dans votre admin Analytics, avec les sites, les propriétés, les vues, etc. Enfin, etc., c'est à peu près tout. Et le compte Google, souvent, on va s'apercevoir qu'il peut avoir été créé, par exemple, par votre agence web, votre agence SEO, votre agence média, votre agence technique, ou par un de vos employés sur un de ses comptes perso, initialement, par exemple, en 2005, ou plus tôt même parfois. Le problème que ça va poser, c'est que d'une part, vous n'avez aucune possibilité de transmettre la propriété d'un compte Google. C'est une des limites du gratuit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous créez votre compte Google, vous créez un compte Analytics pour votre société. Demain, vous quittez la société, votre employeur ne peut pas vous forcer à donner votre compte Gmail. Voilà, c'est un peu bête, mais la propriété, derrière, vous en faites ce que vous voulez. Donc, vous pouvez changer le mot de passe, c'est associé à votre compte Gmail. Si vous l'avez utilisé pour des mails perso, généralement, vous pouvez rien y faire. Le problème que ça va avoir, c'est que même si vous vous dites, bon, c'est pas grave, j'ai recréé un compte, vous ne pouvez pas transmettre les données. C'est-à-dire que la discontinuité va être effective et du coup, vous n'aurez aucun moyen de récupérer ces données passées. Et vous allez être obligé de partir from scratch et de recréer votre compte du départ. Donc aucune donnée historique et ça peut poser de gros problèmes. Les plus gros problèmes qu'on voit, c'est principalement sur des petits comptes, mais pas que. J'ai déjà vu ça sur un gros acteur du brick and mortar qui s'était fait créer son compte Analytics par son agence SEO SIA. Sauf que c'était un compte mutualisé, c'est-à-dire que l'agence utilisait ce compte-là pour plusieurs de ses clients. Et au final, ils n'ont pas voulu retransmettre le compte quand le client est parti. Et au final, il s'est retrouvé en procès et il a perdu. Parce que le compte appartenait à l'agence. Donc il n'y avait rien à faire. Même si la donnée est censée vous appartenir, au final, elle appartient à la personne qui a créé le compte. Ça peut poser de vrais problèmes. Donc ça veut dire que les solutions pour vous, c'est de créer un compte Google qui soit unique et impersonnel, qui soit appartenant à la société, et qui soit dédié à tous les services
transverse de Google, donc que ce soit Analytics, AdWords, AdSense, Search Console, Google My Business pour apparaître sur Google Maps. Vous allez de toute manière pouvoir ouvrir des droits multiples derrière, en lecture, en écriture, auprès des différents intervenants qui vont être amenés à travailler sur votre site et sur votre acquisition d'audience. Et vous pourrez surtout, en ouvrant ces accès séparés, mesurer et regarder les actions qui vont être faites grâce à un historique des modifications qui existe depuis environ 1 an et demi et que Google Analytics a mis en place et qui du coup vous permet de savoir qui a fait quoi, qui a posé un filtre, qui a perdu les données, etc. Au moins vous pouvez le savoir de cette manière-là. Alors qu'avec un compte unique que vous diffuseriez à tout le monde, vous n'avez pas possibilité de savoir. La deuxième erreur, c'est de croire que Google Analytics est un back-office. Qu'est-ce que j'entends par back-office? J'entends un outil qui vous permet de mesurer l'intégralité, par exemple, de vos conversions ou d'un certain nombre d'indicateurs que vous voudriez exhaustifs. Or, Google Analytics, comme toutes les solutions de mesure d'audience, et j'insiste là-dessus, je parle de Google Analytics aujourd'hui, je fais un gros focus là-dessus, néanmoins, vous aurez exactement les mêmes problématiques avec toute solution de mesure d'audience. Il n'y en a aucune qui va vous permettre de traquer 100% de la donnée avec un système de tag. Je reviendrai juste après sur la notion de tag versus log. Donc, le diable se situe dans les détails. Ça veut dire que, de par les limitations liées à l'outil qu'on a vu en tout début, le nombre de pages vues disponibles par mois, le nombre de hits possibles en stockage, de par l'utilisation du JavaScript dans la technologie et des cookies, vous allez limiter un certain nombre de choses, notamment toutes les personnes qui n'ont pas JavaScript ou qui le désactivent ou qui effacent leurs cookies régulièrement. Vous allez perdre un certain nombre de données à ce niveau-là. Vous allez également avoir des données qui vont parfois être incomplètes, notamment dans le cas où vous voulez respecter les directives de la CNIL à la lettre, c'est-à-dire commencer à traquer à partir du moment où l'internaute a accepté l'utilisation de cookies, ce que la plupart des gens ne font pas. Et également de par le spam, donc tout ce qui est spam référeur et visites virtuelles générées par des bots et des spammers et qui vont potentiellement pourrir votre compte. Un gros point également, c'est la partie échantillonnage de données sur laquelle je vais revenir juste après. Tout ça pour vous dire que l'exhaustivité et la fiabilité absolue, c'est une quête perdue d'avance. Donc oubliez le fait de savoir exactement combien de visiteurs vous avez. Évidemment, il faut chercher la fiabilité maximale, autant qu'on peut, mais il faut accepter une marge d'erreur, sinon vous allez au-devant de désillusions. Et dans le benchmark que je montrais tout à l'heure, si vous avez eu le temps de... Je suis désolé, je vais un peu vite, mais on est 45 minutes. Vous aurez remarqué que si on additionnait, ça ne faisait pas 100%. C'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent plusieurs solutions de mesure d'audience et qui s'aperçoivent rapidement que, ah bah oui, il y a un delta de 10, 15, 20% entre les deux solutions de mesure d'audience. Et oui, c'est tout simplement lié à la façon dont c'est mesuré. Ce qui compte avec ces outils-là, c'est les tendances. Alors les tendances peuvent être plus ou moins précises, mais généralement, à partir du moment où vous avez une tendance liée à une action, vous êtes capable de la mesurer et de déterminer des actions. C'est ça l'objectif. C'est de déterminer des tendances et d'arriver à prendre des décisions grâce à Google Analytics. Je vous donne un petit exemple d'échantillonnage. Qu'est-ce que c'est que l'échantillonnage? C'est le fait tout simplement d'extrapoler votre audience à partir d'un échantillon de trafic. Donc là, dans l'exemple que je vous donne, je ne sais pas si mon pointeur marche, non, il ne marche pas, c'est pas grave. Donc dans le graphe du haut, vous avez une comparaison sur le trafic SEO lié à une page donnée, comme page d'entrée. On s'aperçoit qu'entre 2016, donc entre janvier-mars 2016 et janvier-mars 2015, on passe à, on a un différentiel de 0,95%, donc on est en augmentation de trafic, avec un échantillonnage de 2,30% des sessions. Ça veut dire que Google prend 2,30% des sessions, et à partir de ces 2,30, il fait un produit en croix, tout simplement. Rappelez-vous vos cours de maths il y a fort longtemps, en tout cas pour moi, je ne sais pas vous, mais moi c'est très loin. Et du coup, il vous fait une extrapolation et il vous dit, votre trafic, en gros, ça doit être 23 000 et c'était 22 900 l'année dernière. Super, c'est génial. Sauf que si, parce que Google propose quand même d'échantillonner différemment, c'est-à-dire d'aller vers une plus grande précision. Et si on met la précision au maximum dans Analytics, là sur un compte qui est quand même assez significatif, je ne vous cache pas que c'est pas le site qui fait 100 visites par mois, on va sur la plus grande précision et là, waouh, on arrive à 4,79%, énorme. Donc évidemment, ça reste en dessous de 5%. Et à partir de ces moins de 5%, Google extrapole et vous dit, en fait, finalement, c'est moins 0,09. Donc autant dire que votre détail, il est complètement moisi. Vous n'avez aucun moyen de savoir exactement, précisément, combien de visites vous faites. Le différentiel, il est de 1% ici, mais imaginez si on allait sur un échantillonnage proche des 100%,
Autant dire qu'il y aurait probablement un gros différentiel et qu'on serait peut-être surpris. Je reviens sur la logique de Google Analytics, un outil qui fonctionne avec un tag, donc un tag JavaScript posé sur des pages qui va se déclencher à chaque fois qu'un internaute charge la page, grosso modo. La différence avec les outils de log, donc d'analyse de log, c'est que tout simplement, comme je disais, vous allez avoir des problèmes avec le JavaScript, avec les cookies, avec les firewalls. Il y a des firewalls qui bloquent également un certain nombre de choses, et notamment certains tags JavaScript, les directives CNIL, etc. Tous ces problèmes-là, vous ne les avez plus avec les logs. C'est-à-dire que les logs, ils vont mesurer chaque connexion à votre serveur. Donc évidemment, c'est deux outils qui sont complémentaires. Moi, je recommande à tous les acteurs du web, et notamment les gros, de mettre en place un système d'analyse de logs, tout simplement pour deux choses. Déjà, être là en assurance tout risque si vous avez un problème de marquage analytics, parce que non seulement vous pouvez connaître vos visites grâce aux logs, mais également vous pouvez vous assurer quand vous avez une grosse perte de trafic que c'est lié parfois à un problème de tagage ou parfois à un problème d'audience, ça peut arriver aussi. Ça permet également d'aller mesurer, et là pour le coup, là je remets ma casquette de SEO, ça va potentiellement vous aider à savoir ce que font les bots, et notamment les bots de Google par exemple, sur votre site internet. Comment ils crawlent, à quelle profondeur, à quelle fréquence, et ce sont des informations qui sont essentielles. Donc au final, blablabla, je me suis perdu. Non, donc la référence sur les logs, je fais un petit aparté, la solution ELK, Elasticsearch pour la partie moteur de recherche, collecte de données, Logstash pour la partie agrégation des différentes sources que vous utilisez, et Kibana pour la partie data visualisation. Le trio ELK vous permet de mettre en place assez facilement, à partir du moment où vous avez une IT, de mettre en place un reporting basé sur vos logs, suivre les 404, les 500, etc. Et également de mesurer le crawl des bots. Voilà, complémentaire. Au final, passé un temps, on les opposait. Au tout début de la mesure d'audience, on opposait ces deux systèmes. WebTrends, au départ, était un outil de log. Maintenant, aujourd'hui, voilà, on sait que ces deux outils sont complémentaires. Troisième erreur, le fait de filtrer la donnée sans filet. Ça, vous l'avez peut-être tous fait. Dans Google Analytics, vous avez la possibilité de filtrer vos données. C'est-à-dire que dans votre administration, il n'y a pas besoin de coder, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit, vous pouvez dire moi je veux exclure tout le trafic provenant de mon IP ou de l'IP de mon agence ou de l'IP de tous mes collaborateurs. Donc c'est super de pouvoir faire ça, évidemment, ça évite, il faut le faire, ça évite bien sûr d'avoir des pics de trafic quand votre agence web bosse sur votre site, ce qui peut être une source de fausse joie. Par contre, les filtres, il faut bien savoir une chose, c'est que quand ils s'appliquent, c'est avant le stockage des données en base de données. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous filtrez, ce qui est stocké en base, c'est déjà perdu. Et vous ne pouvez pas le récupérer. Il n'y a aucune rétroactivité possible sur les filtres d'analytics. D'une part, et d'autre part, quand vous créez un nouveau profil que vous allez filtrer, il n'y a pas de rétroactivité non plus. Ça veut dire qu'en gros, tout le système d'organisation des profils, enfin maintenant des vues, pardon, des propriétés des vues dans Google Analytics doit être pensé en amont. Et il faut se dire à un moment donné, une bonne fois pour toutes, on remet à plat le plan de marquage et on fait quelque chose de fiable pour le long terme. Et ce qui s'est passé avant, concrètement, on ne pourra plus trop l'exploiter parce que la façon dont on mesure va être modifiée à partir de l'instant T. Et ces filtres, évidemment, ils vont vous permettre de faire un certain nombre de choses, d'isoler des portions de trafic pour avoir moins de données à croiser par la suite. Vous pouvez très bien vous créer une vue qui va isoler le trafic SEO, qui va isoler le trafic depuis les réseaux sociaux, et comme ça, avoir ce trafic qui soit filtré en amont. Mais il est très important de toujours conserver une vue sans filtre, vierge, un profil de backup en cas de problème. Parce qu'on a rapidement la possibilité d'avoir ce type de comportement, c'est-à-dire un trou. Là, par exemple, c'est une histoire de refonte encore. Hein, je reviens à mon histoire des refontes foirées. Là, typiquement, c'est un cas comme ça. On va avoir quelqu'un qui a jugé bon d'exclure le trafic de la pré-prod pendant la refonte pour ne pas que ça vienne parasiter le trafic de votre site en ligne. Sauf qu'à un moment donné, ils ont utilisé la fonction de duplication de vues dans Google Analytics, qui peut poser quelques problèmes parce que vous allez généralement copier les filtres qui sont avec et le système est, on va dire, pas très ergonomique. Alors, je ne suis pas là pour descendre Analytics. Hein. Encore une fois, tous les systèmes de mesure d'audience ont leurs limites. L'avantage d'Analytics, c'est que vous pouvez quand même faire pas mal de choses tout seul. Donc c'est plutôt pas mal, mais vous pouvez aussi faire des conneries. C'est un peu le problème. Donc là, il s'est retrouvé, mon ami le client, avec une semaine de stat à zéro et il s'en est rendu compte après coup, puisque évidemment, il n'a pas pensé à mettre une alerte
qui le préviennent quand son trafic descendait en dessous de 100 par exemple. On peut faire ce genre de choses. Number 4. Ne pas associer les produits Google. Alors ça, oui, c'est vraiment dommage, parce que tout simplement, vous allez vous retrouver en naviguant dans votre interface d'analytics avec des rapports comme celui-là, où on vous dit « Oh là là, vous n'avez pas paramétré la Search Console, ça doit être activé, sinon vous ne pouvez pas avoir la donnée ». Et oui, tout simplement parce que vous avez oublié de relier certains comptes. Donc qu'est-ce que vous pouvez relier avec Analytics? Plein de choses. Google AdWords, évidemment. Relier votre compte AdWords à votre compte Analytics, c'est le b.a.-ba de la mesure d'audience sur le trafic payant. Vous pouvez faire la même chose avec votre compte AdSense, avec votre compte Search Console, mais également avec DoubleClick, avec Google Play, mais aussi avec de l'import de données externes. Et là, ça peut vous intéresser potentiellement, et assez peu de gens le font aujourd'hui, puisque vous pouvez très bien imaginer importer des données de votre CRM directement dans Google Analytics avec le protocole de mesure. Et là, on peut aller assez loin. Alors, on ne va pas jusqu'à la donnée personnelle parce que c'est interdit par Google, donc ne vous amusez pas à entrer des noms, prénoms, emails de vos clients pour les associer à un ID de connexion de compte. Vous risquez de vous faire fermer votre compte et pareil, il n'y a pas trop de rétroactivité sur une fermeture de compte, c'est un peu compliqué. Les KPI qu'on peut retrouver par rapport à ça, les KPI AdSense, ça va être par exemple les revenus pour 1000, donc le RPM, 1000 sessions sur une page donnée, pour savoir quelles sont vos pages qui performent le mieux en display publicitaire. Pour AdWords, ça va être des données comme le coût d'acquisition, qui par défaut n'existe pas dans Google Analytics. Il faut aller paramétrer ça, ce qui vous permet de calculer le prix que vous avez à payer pour un visiteur qui convertit, selon le canal d'acquisition d'audience. Donc là, on est sur un coût par conversion à 54 €. Si vous avez un produit qui vaut le double ou le triple, vous connaissez votre ROI directement. Encore une fois, par défaut, ça n'existe pas. Donc il faut aller paramétrer ça, relier les comptes et faire un petit peu de calcul. Sur la Search Console, aujourd'hui, je vous parlais tout à l'heure du Not Provided, vous avez tous vu ça dans vos comptes, je suppose. En SEO, on n'a plus le mot-clé d'arrivée sur notre site internet, à 95%. Avec la Search Console, même si ce sont des chiffres purement Google qui ne sont pas vraiment liés à de l'analyse d'audience, ça reste encore une fois des données de tendance. Et là, vous allez très bien pouvoir avoir une tendance essentielle qui est la part macro entre votre trafic brand et votre trafic hors brand. Donc savoir quelle est la part de votre trafic qui est de l'acquisition pure et dure, donc de la conquête, et celle qui est de la notoriété. On part du principe sur ces reportings que les clics correspondent à des sessions. Ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, c'est les seules données que Google nous met à disposition aujourd'hui. Et c'est vraiment trop ballot de s'en priver. Donc n'hésitez pas à relier les comptes, ça prend 5 minutes, sérieusement. J'aime beaucoup celle-ci, l'erreur fréquente numéro 5. Elle est à tiroir en plus. Vous pensez que copier-coller un tag, c'est suffisant sur Google Analytics? Alors oui, c'est vrai que copier-coller un tag, celui que vous avez dans l'admin et qu'on vous donne, effectivement, ça fonctionne. Ça permet de faire remonter des données et ça vous permet, si vous le copiez-collez sur toutes vos pages, d'avoir accès à un certain nombre d'informations dans l'interface. Sauf qu'il y a 3 autres façons d'améliorer ça. Parce que concrètement, marquage de base égale données de base. Donc vous aurez les basiques, vous aurez les visites, vous aurez le nombre de pages vues. Et si vous arrivez à prendre des décisions concrètes et qui vont changer la face de votre site internet avec ces données-là, je vous invite à m'expliquer comment vous faites. Là, vous avez 3 autres façons de faire. C'est-à-dire que vous avez déjà les fonctionnalités qui sont 100% back-office, que vous pouvez faire sans réelles compétences techniques, en allant dans l'administration d'Analytics, avec la possibilité d'ajouter des sources de recherche naturelles, c'est-à-dire déterminer par exemple que Google Images, c'est du SEO et pas du trafic référent, ce qui paraît logique, mais que Google n'arrive pas à faire tout seul. Vous pouvez modifier la durée de session du cookie pour faire en sorte qu'on ne soit plus à 30 minutes par défaut pour une session. Vous pouvez le faire à la main. Vous pouvez définir des objectifs, on en reparlera tout à l'heure, des tunnels de conversion, etc. Des segments avancés, des annotations, créer des dashboards, créer des alertes quand votre trafic descend trop, de 10 ou 20% d'un jour par rapport à l'autre, des rapports personnalisés. Vous pouvez faire beaucoup de choses déjà. Ensuite, vous avez les fonctionnalités back-office qui nécessitent également en plus un petit peu de code, c'est-à-dire d'aller placer des bouts de code sur le site internet. Donc ça va être principalement être la mesure cross-device entre votre mobile, votre tablette, votre desktop, pour avoir un user ID qui soit commun sur les gens qui se connectent sur votre site internet, avec un compte client, par exemple.
Ça permet de faire des regroupements de contenu si vous voulez avoir sur un même reporting toutes vos pages produits, toutes vos pages de telle ou telle catégorie, toutes vos pages éditoriales, etc. Bah ça, c'est un truc qui ne se fait pas par défaut. Alors si vous avez une arborescence qui est 100% propre avec des répertoires catégories, sous-catégories, produits, etc., vous pouvez l'extrapoler, mais si vous voulez personnaliser ça, bah ça passe par un petit peu de code. Vous pouvez également paramétrer la recherche interne au site, à condition d'avoir une URL de recherche qui contienne des paramètres dynamiques. Donc ça peut nécessiter du code également. Et puis ensuite, vous avez toutes les fonctionnalités qui ne fonctionnent pas sans code, c'est-à-dire le tracking multidomaine, tout ce qui est variable et dimensions personnalisées, le fait de pouvoir savoir si votre audience est masculine, féminine, bref, toutes les données qui sont liées à des inputs clients, à du pool, et ben ça, vous ne pouvez pas l'avoir par défaut. Les URL virtuelles également, j'y reviendrai un peu tout à l'heure, les événements, pareil, je ne détaille pas tout de suite, on va en reparler. Les listes de remarketing et évidemment la partie e-commerce et encore plus e-commerce avancé qui vont nécessiter non seulement un tag spécifique, mais un marquage détaillé pour fonctionner convenablement et de manière personnalisée. Donc ça veut dire concrètement qu'avec votre code que vous avez eu dans l'admin, vous ne pouvez finalement pas faire tout ce que vous aviez imaginé. Alors vous allez me dire, oui, mais si j'ai installé Google Tag Manager, Google me dit, c'est magique, parce qu'il me dit que en gros, j'ai plus besoin de mon IT, j'ai plus besoin de mon développeur, je suis marketeux et je peux tout faire tout seul. C'est bien, moi aussi ça m'a plu au début, moi aussi je suis marketeux et communicant, j'aurais bien aimé pouvoir faire tout ça tout seul. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Concrètement, si vous n'avez pas la capacité technique à mettre en place un tag analytics de votre côté, ça ne sera pas plus facile sur Tag Manager. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas faire un certain nombre de choses sans utiliser votre IT, mais ça nécessite une technicité en tout cas, qui reste avancée. Et vous allez avoir un problème majeur, c'est que non seulement la partie développement et mise en place de tags va nécessiter l'intervention de votre IT, mais en plus vous allez avoir besoin de configurer beaucoup plus de choses dans l'administration, des déclencheurs, des balises, que vous n'aviez pas à faire auparavant avec Analytics. Donc parfois, je ne dis pas tout le temps, Tag Manager est un outil qui est magnifique quand on sait très bien s'en servir, mais parfois, ça peut être la fausse bonne idée et vous pouvez rapidement vous retrouver désemparé face à un outil qui reste complexe, qui nécessite une technicité et qui ne vous départit pas de travailler avec votre IT. Vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Surtout si vous allez sur des fonctionnalités avancées comme celles qu'on va voir juste après. Alors, la numéro 6, c'est le fait d'oublier de traquer des pans entiers de votre site internet. Qu'est-ce que j'entends par là ? Eh bien, il y a un certain nombre de schémas de navigation et de technologies, surtout actuellement, avec toute la logique de single page application, de navigation en Ajax, de navigation par onglet, qui par défaut ne seront pas traqués dans Analytics. Pour des raisons toutes simples, c'est que Analytics fonctionne avec deux choses. La première, c'est les URL, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une page avec une existence physique et une URL, vous allez avoir un déclenchement de page vue. Et le déclenchement de page vue est central dans Analytics, puisque la plupart des données vont être accolées à cette fonction. C'est une fonction JavaScript qui dit, voilà, il y a une page vue, donc je récolte un certain nombre d'informations. La deuxième chose, c'est le hit. C'est-à-dire que vous pouvez biaiser par rapport à cette logique de page vue avec les événements qu'on verra juste après, et qui vont vous permettre de collecter des informations par rapport à une action déterminée. Sur un cas comme celui-là, donc là c'est chez Zalando, je ne vous dis pas qu'il le traque mal, j'ai juste pris ça parce que le menu est un modèle du genre avec un système de filtrage, une petite navigation à facettes, un tri, un filtre, la possibilité de retirer tous les filtres par couleur, par prix, par marque, etc. Donc si vous êtes e-commerçant, je ne sais pas s'il y a des e-commerçants dans la salle, mais en l'occurrence vous avez tous vu ce type de système. Et ben, aujourd'hui, avec un marquage Analytics de base, tout ça c'est transparent. C'est-à-dire que vous ne savez pas ce qu'a fait l'internaute, vous ne savez pas qu'il a choisi tel ou tel filtre, à moins de l'avoir configuré par du code pour générer ce qu'on va appeler des pages virtuelles, c'est-à-dire qu'on va créer de fausses URL qui vont remonter uniquement dans Google Analytics et qui vont vous permettre d'avoir une fausse arborescence du type filtre 1, filtre 2, etc. et d'aller derrière vous analyser ça avec ces fausses pages. Je parle de pages vues et de fausses pages vues, ça doit potentiellement vous parler puisque je retrouve souvent un KPI chez nos clients qui est la page vue. C'est-à-dire qu'on va me dire oui, on a refondu notre site internet et on fait moins de pages vues, c'est la catastrophe. Mais en fait, on s'en fout des pages vues. Parce que peu importe, ça dépend comment votre site est fait. Si votre site est fait de manière à ce que les pages ne soient pas traquées dans Analytics, effectivement, vous aurez moins de pages vues puisqu'elles ne remonteront pas. Ça ne veut pas dire que l'internaute n'est pas venu, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait des visites, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas interagi sur votre site. Mais si vous avez une techno
en Ajax, des parcours clients en one page et des choses qui ne se rechargent pas, qui ne déclenchent pas le tag analytics, effectivement, vous allez perdre des pages vues. Pour autant, est-ce que la page vue est réellement un KPI qui va vous permettre de prendre des décisions et de vous dire, voilà, on a moins de pages vues, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, vous ne pouvez rien faire concrètement. Vous pouvez juste mesurer et aller chercher toutes ces données-là pour savoir si telle ou telle fonctionnalité fonctionne ou pas. On va également pouvoir utiliser des événements, et j'en viens du coup à l'erreur fréquente numéro 7, c'est le fait de ne pas utiliser des événements, justement. Alors pourquoi on n'utilise pas les événements? C'est que souvent, les gens se contentent de copier-coller le tag, j'en reviens à l'erreur numéro 5, et du coup oublient qu'on peut faire un certain nombre de choses avec un tout petit bout de code qui consiste juste à rajouter une fonction Analytics qui va vous permettre d'aller identifier des nouveaux KPI. Pour les événements, moi j'ai tendance à parler de micro-conversion. C'est-à-dire que vous n'allez pas aller chercher vos ventes ou des choses comme ça, ou vos leads, ou vos publications de formulaires, ou vos inscriptions newsletter avec des événements, mais vous allez aller chercher toutes les micro-conversions qui sont liées à vos fonctionnalités utilisateurs. Par exemple, les clics sur certains boutons qu'on a vus juste avant, le fait de désactiver tous les filtres, le fait de traquer tous les gens qui utilisent votre bouton imprimé, que tout le monde met et que finalement personne n'utilise. Il y a un certain nombre de choses comme ça qu'on peut traquer et qui vont là par contre vous permettre de faire des modifications qui vont engendrer de meilleurs résultats et une meilleure expérience utilisateur. L'événement, c'est vraiment un outil qui vous permet d'améliorer votre UX. À condition évidemment de le faire comme il faut, avec une vraie nomenclature d'événements, sachant que dans les événements, vous avez 3 valeurs obligatoires et une valeur optionnelle. C'est-à-dire que pour chaque événement que vous allez configurer, vous allez devoir déterminer une catégorie, une action, un libellé et une valeur. Alors c'est des termes très googliens qui veulent un peu tout et rien dire et qui ont tendance à nous inciter à faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que action, on va mettre clic tout le temps, ce qui ne nous sert à rien. Et on va oublier de se dire que c'est juste des slots, c'est juste des emplacements, 1, 2, 3 et un 4e qui est chiffré et qui est optionnel, qui vont vous permettre de récolter de l'information. Récolter de l'information sur quoi? Sur le clic sur un push sur votre page d'accueil pour déterminer la performance de vos actions commerciales, le fait de cliquer sur un bouton d'action pour tester l'ergonomie, est-ce qu'on change la couleur du bouton, est-ce que ça ou pas génère plus de clics, le fait de déclencher ça sur des animations, savoir quelle proportion de telle vidéo a été regardée ou pas, à quel moment on a mis en pause, à quel moment on a fait stop, à quel moment on a fait forward, fast forward ou rewind, et également d'aller identifier tout comportement identifiable. Les événements, c'est une fonction JavaScript. Donc si vous avez un développeur qui maîtrise un tant soit peu le JavaScript ou le jQuery, vous allez pouvoir identifier un certain nombre de choses, comme par exemple le scroll sur une page. Savoir qu'un internaute a vu un tiers, la moitié, 3/4, ou est allé jusqu'au bout d'un article, ça peut vous donner un certain nombre d'informations sur la qualité de votre contenu. Je vous donne un petit exemple d'événement purement e-commerce. Donc on a un listing produit mis en valeur en push sur la homepage d'un site internet avec 5 produits, donc 5 emplacements. On a toujours ces 3 slots plus 1 catégorie action libellée. Donc le premier catégorie, on va l'utiliser pour dire cet événement est un événement de type push produit sur la homepage. Le deuxième, l'action, au lieu de mettre clic, on va juste mettre position et le numéro de la position. Donc en l'occurrence, là mon produit, c'est le 1, 2, 3, 4e en partant de la gauche. Donc on va le numéroter, on va dire position 4. On va faire remonter le nom du produit dans le libellé. Et en valeur, on va multiplier la quantité. Donc là, en l'occurrence, on a mis 3 produits au panier plus, fois, pardon, vous avez vu, je suis super fort en maths, je vous l'avais dit. 3 fois 9, 29. Et au clic sur le bouton ajout au panier, on récupère la donnée. On sait qu'un internaute a cliqué une fois sur un produit en 4e position sur la homepage. Le produit, c'est coussin, garden blanc et vert, etc. Et ça génère une valeur virtuelle de 3 fois 9, 27. Je ne suis pas si mauvais. Et ça vous donne cette donnée-là. Donc évidemment, après, ça vous permet de savoir quel emplacement est le plus cliqué, quel type de promo est la plus cliquée, le fait de mettre un bouton nouveau, une petite image nouveau, une petite image produit, une petite image -50, etc. Quel impact ça a sur vos taux de clic? Encore une fois, toujours avec une logique de tendance et pas de détails chiffrés. Si vous en avez 32 au lieu de 31, vous n'allez pas prendre de décision. Par contre, si vous faites du x2 ou du x3 parce que vous avez modifié quelque chose, là, c'est un vrai outil décisionnel. On a parlé des micro-conversions sur les événements, on va parler de conversion principale sur les objectifs. Petite image de circonstance.
Les Parisiens, ça leur parlera peut-être, Zlatan, etc. C'est fini. Donc ne pas configurer d'objectifs alors que c'est le nerf de la guerre. Vos conversions sur Analytics, c'est la première chose que vous allez vouloir récupérer. Or, si vous ne configurez pas d'objectifs dans Google Analytics, vous n'avez aucun point de conversion et aucun taux de conversion qui va être mesuré. Et ça passe juste par le fait de configurer dans votre admin le fait que, par exemple, l'atteinte d'une page vue spécifique est un objectif. Donc l'atteinte de ma page merci.html, merci.php après une vente est un objectif. Et même si vous avez un tag e-commerce, si vous ne paramétrez pas vos objectifs, ça ne remontera pas. Vous aurez les ventes, évidemment, mais vous n'aurez pas ce côté taux de conversion par rapport à des objectifs macro déterminés. Vous pouvez également configurer certains événements comme étant des objectifs. On rajoute une surcouche à la micro-conversion qu'on a vue juste auparavant. L'administration permet également de construire un tunnel de conversion. Donc, alors attention, un tunnel de conversion, on voit toujours ça comme un truc super visuel dans Google Analytics, sauf que c'est juste un rapport de page vue. Un tunnel de conversion dans Analytics, c'est juste la page 1 a été vue 1000 fois, la page 2 a été vue 500 fois, la page 3 a été vue 300 fois. Mais ça ne vous dit pas exactement si l'internaute est sorti ou pas pendant son processus de commande. Pour le coup, Google Analytics est assez mal fait sur cette partie-là. Voilà. Si vous avez d'autres outils qui permettent de traquer ça de manière un peu plus détaillée, Analytics reste assez laborieux sur cette partie-là. Donc quelques objectifs pertinents, les plus classiques. Là, on parle vraiment des objectifs les plus stratégiques sur votre site internet. La confirmation de commande, la création de compte, l'inscription newsletter. Dans certains cas, ça peut être vraiment stratégique. Ce qui n'est pas adapté par contre aux objectifs, c'est le fait de se dire les visites des pages du rayon A sont un objectif. J'ai un client une fois qui m'a dit moi, en gros, dès qu'un internaute visite une page produit, je considère qu'il a rempli l'objectif. Oui, mais non, vous n'avez pas besoin de ça. C'est-à-dire que dans Analytics, vous avez déjà un rapport de page vue qui vous dit que X personnes ont vu telle page. Vous n'avez pas besoin de vous rajouter une surcouche et vous n'avez pas besoin de pourrir votre taux de conversion macro avec des données qui sont finalement souvent secondaires. La mise au panier, c'est pareil, ça reste une action ponctuelle qui ne génère pas une conversion réelle, c'est juste une incitation à la conversion, enfin un début, on va dire, de conversion. Donc vous pouvez le traquer avec des événements, vous pouvez le traquer avec des pages virtuelles, mais n'allez pas configurer des objectifs. Gardez en tête que les objectifs dans l'administration d'Analytics sont organisés par groupe d'objectifs et que vous allez avoir un taux de conversion par groupe d'objectifs. Donc essayez de regrouper vos objectifs de manière cohérente et thématique. C'est-à-dire que les objectifs de même catégorie doivent être regroupés ensemble pour ne pas impacter de manière aléatoire le taux de conversion. Ne pas taguer vos sources de trafic. Alors ça, typiquement, ça rejoint vraiment nos métiers qui sont dans l'acquisition d'audience. C'est vraiment quelque chose qu'on voit très souvent. Comment on va retrouver ces petits dans les canaux d'acquisition de Google Analytics? Si vous avez vu l'interface, vous connaissez tous les différents canaux qui sont présents par défaut, référents, organiques, CPC et direct. Or, ce qui se passe souvent, c'est qu'on oublie un certain nombre de choses. Et on oublie notamment que Google propose un outil de tracking qui s'appelle UTM et qui vous permet de générer des URL de tracking avec 3 slots obligatoires. C'est un peu comme les événements finalement. Le UTM source qui va être votre canal. Donc par exemple, qui va être votre source. Donc votre source, là, ça peut être Twitter, ça peut être Facebook, ça peut être Google AdWords, ça peut être un certain nombre de choses. Vous avez votre médium qui correspond dans le rapport au support. C'est pratique d'avoir quelque chose qui s'appelle autrement dans un autre endroit. Mais le médium, c'est justement ce canal. Le canal organique, le canal payant, le canal direct, le canal référeur sont des médiums dans l'URL de tracking. Et puis vous avez la campagne qui vous permet de faire remonter un certain nombre de choses, donc par défaut les campagnes AdWords, mais vous pouvez mettre le titre d'un article quand vous faites un partage Twitter, etc. Je vous incite très fortement à utiliser plutôt ce système-là quand vous partagez des URL sur les réseaux sociaux, en emailing, en partenariat, et également sur tous les leviers payants, comparateur, display, marketplace, affiliation, etc., plutôt que de faire confiance aux différentes solutions et surtout les réseaux sociaux pour avoir un trafic le plus fiable possible. Au moins, vous pouvez faire remonter vos données comme vous le voulez. C'est-à-dire que quand vous faites un tweet d'une de vos URL, vous pouvez faire remonter la donnée de la manière que vous voulez dans Google Analytics et vous n'êtes pas dépendant de la capacité d'Analytics à traiter la donnée correctement.
Or, le problème qu'on voit souvent, non, c'est pas ça. Le problème qu'on voit souvent, c'est que les différents canaux sont mal identifiés. On va en reparler juste après. Donc là, un exemple justement de risque, le côté discontinuité de la donnée, c'est un exemple concret d'un client qui avait oublié de traquer sa homepage en AdWords. Donc ça veut dire que toutes ses campagnes de marque vers la homepage passaient soit en trafic naturel, soit en direct, et du coup étaient complètement aberrants. Donc à partir du moment où on a corrigé le problème et on lui a fait rentrer une URL de tracking concrète, bah évidemment, il y a eu une discontinuité de la donnée qui nous a empêché de faire des comparatifs dans l'admin entre n et n-1. On était obligé d'aller faire un certain nombre de filtres et on a perdu comme ça environ 20 000 visites par jour de l'analyse d'audience, et à partir, on va considérer du coup que notre trafic il est valable à partir environ du 23 février, et qu'auparavant il était complètement erroné. Donc de temps en temps, se dire on se pose et on fait un audit de notre compte Analytics et on le reprend de A à Z pour être sûr qu'on mesure ce qu'on veut analyser et qu'on mesure les éléments qui vont nous permettre de prendre des décisions. C'est essentiel, il faut le faire le plus tôt possible évidemment, mais parfois vous allez potentiellement être conduit à prendre des mauvaises décisions parce que la donnée ne sera pas collectée correctement. Dernière erreur, le fait de mal interpréter un certain nombre de choses. Alors j'ai mis en valeur le taux de rebond et l'attribution, mais il y a un certain nombre d'autres choses qui peuvent être mal interprétées dans les données qui sont fournies par les outils de mesure d'audience. Encore une fois, je me répète un petit peu, mais entre Google Analytics et les autres solutions de mesure d'audience, les problématiques sont sensiblement les mêmes. On fait un focus aujourd'hui sur Analytics, mais vous pouvez avoir exactement les mêmes problématiques chez les autres. Tiens. Ah oui, d'accord. Donc, est-ce que quelqu'un dans la salle est capable de me donner la définition du taux de rebond? Ou est-ce que quelqu'un a envie de le faire? Pas de téméraire? Non? Bon, c'est pas grave. Ce qu'on entend généralement, c'est le taux de rebond, c'est les internautes qui arrivent sur le site et qui s'en vont tout de suite. Donc c'est pas bien, il faut avoir un taux de rebond le plus bas possible. Alors, oui et non. Oui, parce qu'effectivement, un internaute qui arrive sur le site internet, qui reste 5 secondes et qui s'en va, taux de rebond 100%, pas bien. Un internaute qui vient sur le site 5 secondes, qui trouve la page nulle, qui change de page pour voir s'il ne s'est pas trompé de site, qui trouve ça encore nul et qui s'en va, taux de rebond 0%. C'est bien ou pas? Troisième solution, l'internaute qui arrive sur le site, qui reste 28 minutes, qui lit tout ce qu'il a à lire, qui prend toutes les informations qu'il a à prendre, qui est plutôt satisfait de son expérience, qui s'en va, taux de rebond 100%. Donc aller tirer des conclusions par rapport à ça, c'est pas forcément fiable. Surtout quand vous êtes par exemple un site d'information qui va avoir pour principal but d'informer sur un sujet donné avec des arrivées de l'internaute sur une page profonde. Le fait de lire un article, ça prend quand même rarement plus de 30 minutes, ou alors ça peut prendre le temps que la personne s'en aille manger, revienne, etc. Vous aurez quand même le taux de rebond parce que la session va s'être clôturée automatiquement au bout de 30 minutes. Là, c'est la durée de la session par défaut du cookie Analytics. Donc taux de rebond 100% alors que l'objectif est rempli. Autre cas qui est un peu plus marginal, si jamais vous posez un événement qui va se déclencher automatiquement, donc un événement comme ce qu'on a vu juste avant, par exemple, j'ai une page ou j'ai une vidéo qui se load automatiquement, et à chaque fois qu'une vidéo se load, j'ai un événement qui commence. L'événement va créer une deuxième interaction, un deuxième hit, donc il n'y aura pas de taux de rebond. Donc la vraie définition du taux de rebond, c'est le ratio entre le nombre de sessions à un seul hit, page vue ou événement, ou événement social, sur le nombre total de sessions. Donc attention au taux de rebond, faux amis, et ça doit s'analyser au cas par cas pour chaque page, pour chaque site. Sinon, vous pourrez difficilement tirer des conclusions valables. Une autre chose qui est souvent mal interprétée, c'est l'attribution. Donc l'attribution, c'est-à-dire à quelle source d'acquisition d'audience on va attribuer la vente ou la conversion. Donc par défaut, Google Analytics, c'est du last click, ou même du last non-direct click. Ça veut dire que quand on arrive sur le site internet, à chaque changement de source, par exemple, vous faites une visite sur le site et puis vous en faites une deuxième, je ne sais pas pourquoi, sur un autre onglet, vous allez écraser votre session précédente qui va se clôturer et il y en a une nouvelle qui va commencer. Vous serez un utilisateur pour 2 sessions. Sauf si la première source est identifiée, c'est-à-dire que vous êtes venu une première fois depuis un canal payant, depuis du SEO, depuis un site référent,
et la deuxième fois, vous revenez depuis un bookmark ou depuis directement en tapant le site dans votre navigateur, vous allez avoir une attribution qui va être conservée sur la première source d'audience. Attention, faites bien le distinguo entre l'attribution telle qu'elle est perçue par Analytics et celle d'AdWords. C'est-à-dire que dans AdWords, vous pouvez configurer la conversion sans Analytics, mais vous n'allez pas avoir la même mesure. Donc c'est pour ça que vous allez potentiellement avoir des différences entre Analytics et AdWords. Tout simplement parce qu'AdWords va lui privilégier lui-même, c'est-à-dire qu'il va attribuer la conversion au last paid click, le dernier clic payant. Ce qui veut dire que si vous visitez un site en venant de Google AdWords, que vous n'achetez pas, que vous revenez 10 jours plus tard en référencement naturel et que vous achetez, la vente sur Analytics, elle va au SEO. Sur AdWords, elle va au payant. Voilà. Bon, il y a un certain nombre d'autres distinctions, je ne détaille pas forcément, mais voilà, sachez que AdWords joue pour lui-même et fait en sorte que vous constatiez qu'il vous rapporte des ventes. Donc quand on parle d'attribution, dans Analytics, vous avez les différents canaux d'acquisition qui vous sont présentés de cette manière-là, avec les canaux par défaut qui doivent être définis pour être pertinents, puisque dans Direct, vous n'avez pas forcément du Direct, vous avez potentiellement toute source d'audience non identifiée par Google. Donc le trafic direct, en gros, c'est du trafic non identifié. N'allez pas associer ça forcément à du trafic de notoriété. Ça peut tout simplement être des erreurs de tracking, des campagnes pas taguées, un mailing qui n'a pas été tagué non plus. Bref, ça peut être un certain nombre de choses. Donc pour pallier les éventuels défauts du last click, vous avez un certain nombre de modèles d'attribution qui sont directement disponibles dans Analytics et qui vous permettent de comparer les différents modèles. Donc vous avez le last click, le first click si vous avez une préférence pour votre canal de découverte. Vous pouvez également attribuer les conversions de manière linéaire, attribuer un pourcentage qui soit régulier sur chaque source qui vous amenait de l'audience avant la conversion. Vous pouvez le faire avec une dépréciation dans le temps. Vous pouvez le faire avec une attribution plus forte sur le canal de découverte et sur le canal de conversion et mettre une valeur minorée sur les canaux, les middle canaux. À vous de tester, en fonction de votre modèle économique, de votre processus de vente, quel est le modèle d'attribution qui vous correspond le mieux, en testant tout simplement et en voyant les différences et en vous apercevant si c'est pertinent ou pas, sachant que vous pouvez quand même le personnaliser. Donc voilà pour les principales erreurs qu'on a pu recenser. Maintenant, comment on avance là-dessus? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement quand on veut mettre en place un plan de marquage et avancer en web analyse? Il y a 4 grandes étapes. La première, c'est de bien définir vos KPI. Et ça, je vous en parle pour Analytics, mais si je vous faisais une conférence SEO, je vous dirais la même chose. Commencez par savoir à quoi sert votre site internet et à qui il s'adresse et pourquoi vous créez tel ou tel contenu, dans quel but et pour qui concrètement. Ça vous permet déjà de vous forcer à réfléchir sur un certain nombre de choses et de sortir des KPI un peu bateaux que tout le monde a et que finalement le business, etc. Oui, évidemment, bien sûr, mais vous pouvez aller chercher d'autres choses. Vous pouvez aller mesurer d'autres choses qui vous permettent d'agir et d'impacter votre performance. La deuxième chose, c'est évidemment la mise en place. Donc ça nécessite de lister l'intégralité des pages de votre site, de vous assurer que chaque page est traquée correctement, que tous les objectifs, tous les événements sont fiables et remontent convenablement. Donc là, c'est toute une méthode de paramétrage et de pistage qu'il faut mettre en place au niveau du scriptage. Ensuite, évidemment, il y a la partie analyse. Donc là, vous avez défini vos KPI, vous les avez mis en place de la manière que vous vouliez, pour un seul but, être capable de l'analyser. N'allez pas traquer des choses pour faire joujou avec Analytics, si ce n'est pas pour prendre des décisions derrière sur certaines fonctionnalités ou pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous mettez quelque chose en place, il faut se dire comment derrière je vais l'analyser et comment je pourrais ou pas moduler mon plan de marquage. Ce qui vous permettra de mettre en place la dernière partie, les optimisations, pour entrer dans un cercle vertueux d'amélioration continue de la performance digitale. On définit les objectifs, on met en place un tracking, on produit des rapports, on les analyse, on change, on expérimente, on optimise, et on recommence systématiquement. Et évidemment, dès que vous avez de l'actualité sur votre site internet, dès que vous avez des actions web marketing, il faut faire en sorte de rentrer dans ce cercle et de le nourrir grâce à de la donnée qui évolue. Par la suite, évidemment, vous pouvez utiliser des dashboards. Alors là, ce n'est pas des dashboards analytics. Hein. L'idée, c'est de vous dire que les dashboards analytics sont déjà très bien dans la plupart des cas, qu'il faut vous assurer de mettre en place des dashboards pour vos différents interlocuteurs.
Un dashboard pour un responsable marketing, ce n'est pas forcément le même qu'un dashboard pour un DSI, ce n'est pas forcément le même que pour un dirigeant. À vous de bien définir vos objectifs au départ, de savoir à qui on s'adresse et de savoir de quelles données ils vont avoir besoin, ce qui vous évitera d'une part de traquer des choses qui vous seront inutiles, et d'autre part d'aller chercher de la performance pour chacun, à son niveau. Ensuite, pour faire de la quali un peu plus poussée que ce que Analytics vous fournit, sachant qu'encore une fois, c'est déjà plutôt pas mal. Après, visuellement, ça ne vaut pas évidemment tous les outils de DataVis qui peuvent exister sur le marché aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller utiliser ces outils-là. Il suffit généralement de plugger son compte Analytics à ces outils pour remonter des graphes qui sont super jolis et qui vous permettent de faire des reportings plus sexy. Alors évidemment, ce que je vous dis, ça s'adresse peut-être plutôt aux agences qu'aux annonceurs, mais en tout cas, vous pouvez avoir des reportings qui sont plutôt sympathiques. Et évidemment, l'étape suivante, c'est d'utiliser de la DMP pour tout simplement aller agréger un certain nombre de données et aller chercher la performance publicitaire grâce à votre big data. Donc pour conclure, les solutions de mesure d'audience et Google Analytics a fortiori permettent d'aller bien au-delà de la simple observation. Les pages vues, le nombre de visites, etc. Bien sûr, c'est très bien. Bien sûr, c'est bon pour la gloire, c'est bon pour l'ego, c'est bon pour le reporting auprès du directeur à la fin de l'année. Mais l'important, c'est d'une part de rester maître de vos données, de vous assurer que tout ce que vous traquez, vous savez comment c'est traqué, vous savez comment ça remonte et vous savez pourquoi ça remonte ou pas. Vous pouvez faire des choix de ne pas faire remonter certaines données, ça se défend. Après, à vous de définir les besoins pour chaque profil d'utilisateur, comme je viens de le dire, de manière fiable et représentative, sans chercher l'exhaustivité, mais avec une continuité. Le pire ennemi, c'est la discontinuité et c'est le fait de se dire on compare quelque chose à autre chose qui n'est pas comparable. J'en ai pas parlé, mais j'ai des clients qui arrivent chez nous et qui nous disent voilà, je fais beaucoup plus de visites, je faisais beaucoup plus de visites avec mon ancien site. Et oui, tout simplement parce qu'on s'aperçoit que sur l'ancien site, il y avait 2 fois le tag Analytics. C'est moche. C'est moche de faire diviser par 2 et de présenter ça à son directeur, qui n'a pas forcément toujours la capacité à comprendre le digital encore aujourd'hui. Donc attention à ça. Au final, pour conclure, la pire des situations, et qu'on retrouve pourtant le plus souvent chez nos clients, chez nos prospects, c'est de ne pas être capable de tirer des actions concrètes de ces analyses en mesure d'audience. Et voilà, je vous remercie.